Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter de l'actualité qui se déroule en ce moment en Haïti. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes intéressés aux insécurités qui touchent le pays et nous avons pu voir que le Bois-Calais n'est plus qu'un mouvement d'autodéfense émanant du peuple pour se prémunir, se protéger des violences perpétrées par les bandits. Le Bois-Calais est un mouvement porteur de projets de développement pour le pays. On a pu le voir avec la construction du canal de Ouanaminthe et d'autres mesures qu'on a pu observer de part et d'autre dans le pays qui se poursuivent, de ce que j'ai pu voir. La construction du canal a eu pour effet de réactiver l'orgueil du peuple haïtien. Un orgueil qui avait été mis en éveil par les différentes crises, tremblements de terre, assassinats de présidents, cyclones, épidémies qu'a connu le pays ces dernières décennies. Le 8 mars 2019, le président défunt Jovenel Moïse avait réactivé la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion initialement créée le 28 août 2006. Cette commission était chargée de démanteler les bandes, mais aussi de travailler à leur réinsertion dans la société. En effet, cette même commission estimait en 2019 à 500 000 le nombre d'armes illégales présentes dans le pays. Alors dans cette vidéo, je vais éviter d'employer certains termes comme le mot arme et je vais remplacer ce mot-là par le mot équipement tout au long de la vidéo parce que YouTube est quand même assez sensible, mais effectivement en 2019 cette commission estimait à 500 000 le nombre de ces équipements présents de façon illégale sur le territoire haïtien. C'est un nombre qui selon moi doit être revu à la hausse en raison de l'explosion du phénomène. En effet, Haïti n'est pas un pays producteur de ce genre d'équipement. Donc d'où proviennent-ils? D'ailleurs, Haïti n'est pas non plus un pays de consommation. Les exactions des bandes commises sur la population ne suffisent pas à expliquer le financement de ces équipements dans le pays. Comment on fait pour acheter ces équipements et pour les faire rentrer dans le pays? Quand un rapport de l'ONU, que je vous mettrai en barre d'informations, estime à 10 000 $ le coût de l'achat et du transfert de ce genre d'équipement dans le pays. En plus de l'achat et du transfert, il faut penser à acheter les munitions, il faut pouvoir recharger régulièrement les munitions et on se rend compte que la note monte très facilement. Or, les bandits sont d'origine modeste. Qui sont les réels acteurs de la déstabilisation d'Haïti si on comprend que les bandits ne sont que des intermédiaires? Quelles sont leurs motivations? Ces derniers mois, les États-Unis et le Canada ont pris un certain nombre de sanctions contre diverses personnalités haïtiennes. En effet, à partir du 3 novembre 2022, le gouvernement canadien s'est attelé à établir une liste pour sanctionner diverses personnalités haïtiennes sur son territoire. Cette liste sera très régulièrement mise à jour et on peut voir apparaître le nom de plus de 24 personnalités. On leur reproche d'être impliqués dans divers trafics en tout genre et la corruption. Vous savez que YouTube c'est assez sensible, donc je vais éviter d'employer certains termes. Cette liste se base sur une enquête élaborée par le Canada et les États-Unis qui se base sur des écoutes, la saisie de matériel, des preuves probantes qui accusent ces personnes, ces 24 personnalités, d'être impliquées dans toutes sortes de trafics, mais aussi la déstabilisation finalement d'Haïti. Les accusés ont vu leur compte être gelé, l'accès au sol canadien et américain leur est interdit ainsi que leur famille et bien entendu ils sont invités à s'expliquer sur les accusations qui sont portées contre eux. Il y a 24 personnes, je vais pas m'amuser non plus à citer le nom de ces 24 personnes, elles seront affichées à l'écran. La liste des sanctionnés du Canada mentionne quelques noms dont celui de Michel Martelly, un ancien président de la République d'Haïti de 2011 à 2016, son premier ministre Laurent Lamotte, mais aussi le président par intérim de la République d'Haïti Jocelyn Privert. Quelques noms d'hommes d'affaires sont mentionnés, notamment celui de Chérif Abdallah, aussi compter le nom d'anciens sénateurs comme Yuri Latortue. Bref, on va pas citer le nom des 24 personnes mentionnées, il faut simplement retenir que le 19 octobre dernier, l'ONU a établi un rapport dans lequel elle aussi mentionne et sanctionne les noms que je viens de citer, celui de Michel Martelly, Laurent Lamotte, Yuri Latortue, le chef de parti Victor Profane, mais aussi l'homme d'affaires Reynold Dib. Bref,
vous l'avez compris, il y a du monde sur le banc des sanctionnés. D'ailleurs, on peut diviser cette liste ou ces listes en deux catégories. Il y a d'une part les hommes politiques ou les hommes qui occupent des postes à haute responsabilité dans le pays. Ce sont des politiciens, des sénateurs, des magistrats, des parlementaires, ce sont des juges qui ont soit fait des études pour arriver à ces postes-là, ou soit qui ont pu jouir d'une certaine popularité auprès du peuple pour arriver à ces postes-là. Je pense notamment au sénateur Garcia Delva, qui est un chanteur qui a joui d'une bonne popularité en Haïti et qui aujourd'hui est un sénateur qui représente le département de l'Artibonite. Eh bien, figurez-vous que ce chanteur devenu sénateur fait l'objet de lourdes accusations portées par la PNH, la police nationale d'Haïti. Il y a des écoutes téléphoniques, des listes d'appels téléphoniques avec un certain Arnel Joseph qui témoigne d'échanges très fréquents, très réguliers entre le sénateur de l'Artibonite et le chef de bande Joseph Arnel. On peut se demander pourquoi un sénateur serait en étroite communication, collaboration, même j'ai envie de vous dire, avec un chef de bande. La PNH, la police nationale d'Haïti, accuse le sénateur Garcia Delva d'être impliqué dans la déstabilisation d'Haïti et donc dans le financement des bandes armées. Il faut ensuite parler d'une seconde catégorie de personnes qui figurent dans la liste des sanctionnés qui émanent du secteur privé. Le secteur privé, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de l'économie où l'État n'intervient plus ou très peu. L'État, pour diverses raisons, a délégué un certain nombre d'activités à une entreprise privée, à une banque à capitaux privés, à une organisation non gouvernementale et lui a donné des financements pour répondre à une demande particulière. Cela est dû aux diverses crises que traverse le pays et qui empêchent un gouvernement ou une succession de gouvernements de mettre en place un projet national de développement pour Haïti en termes de construction de routes, en termes d'électrification du pays, en termes d'éducation, en termes de santé, un projet pour stimuler les industries, un projet pour stimuler l'économie. En fait, on est plus centré sur la résolution de crises politiques que sur l'établissement d'un projet de développement global. Je me réjouis d'entendre dans l'actualité que des personnalités impliquées dans la disparition du président Jovenel Moïse soit arrêtée. Cependant, il ne faut pas que ces mesures qui sont nécessaires détournent notre regard de ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe à Wanamant. C'est le canal qui commence à être construit à Gonaïve. Ce qui importe plus que jamais, c'est l'organisation de la production agricole, la réduction de la dépendance alimentaire d'Haïti par rapport à son voisin, mais aussi l'établissement d'une souveraineté alimentaire. Et donc c'est le secteur privé qui va se substituer à cela. Le secteur privé regroupe une dizaine de familles, généralement d'origine libano-syrienne, et c'est le cas, vous allez le remarquer, dans beaucoup d'autres îles de la Caraïbe. Et elles établissent un monopole sur tous les secteurs de l'économie haïtienne en s'établissant en conglomérat. Ces entrepreneurs détiennent les commerces, par conséquent ce sont eux qui vont fixer les prix. Leur monopole s'étend au secteur alimentaire mais aussi à l'automobile. Ils détiennent les industries. Les ports sont privatisés. Les aéroports aussi. L'électrification du pays est déléguée à des sociétés privées qui ne réalisent pas le travail pour lequel elles ont été mandatées. Haïti détient à sa tête un petit groupe, une oligarchie qui s'est enrichie en quelques décennies en s'octroyant, en s'attribuant, en établissant un monopole sur les ressources, les richesses d'Haïti. C'est ce qu'on appelle plus communément les oligarques et que Jovenel Moïse pointait du doigt quand il dénonçait ce système qu'il qualifiait de pesé-soucé, c'est-à-dire un système qui vampirise toutes les ressources de l'État. Par exemple, Gilbert Bidjo, l'un des accusés, est à la tête d'un conglomérat, le GB Group, basé à Port-au-Prince et qui concentre une douzaine de sociétés industrielles, commerciales. Cela concerne aussi la construction, les biens de consommation, l'énergie, les télécommunications. C'est ainsi qu'on établit un monopole sur toute l'économie haïtienne. Par exemple, si toi, jeune de la diaspora, qui travaille et qui a des économies, qu'il souhaite investir en Haïti en créant
une société spécialisée dans le secteur de la construction. Pour cela, tu vas avoir besoin de faire importer un certain nombre de matériaux. Tu vas avoir besoin de permis de construire, par exemple. Eh bien, mystérieusement, tu vas te rendre compte que les matériaux que tu as commandés, que tu as importés, vont se retrouver bloqués dans les ports. Je pense à Port-au-Prince ou Port de Paix, tout dépend de là où tu te situes. Un port qui est privatisé, rappelons-le. Mystérieusement encore, tu n'obtiendras jamais tes permis de construire. Et peut-être encore, si tu t'obstines, que tu recevras la visite chaleureuse et amicale d'une bande. Une bande qui est à leur solde. Parce que ton projet de créer dans le pays une société spécialisée dans la construction viendra concurrencer la leur. Et eux, ils veulent établir un monopole. Ils veulent être les seuls à posséder le secteur, le marché de la construction. Il y a une raison pour laquelle les oligarques ont été sanctionnés par les États-Unis et le Canada. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai établi la liste parce que moi, j'aurais rajouté d'autres personnes. Je vous le dis direct. Et donc, c'est ainsi qu'on a vu un certain nombre d'entrepreneurs étrangers s'enrichir face aux carences de l'État. Et c'est cette élite politique et économique qui a les ressources, qui a les moyens de financer les bandes et de faire importer un certain nombre d'équipements en Haïti. Et donc, se rendre responsable de la déstabilisation d'Haïti. Quel est leur but? Eh bien, pour les politiciens ou ceux qui ont réussi à se hisser au sommet de la société en occupant des postes à haute responsabilité, ils veulent se renouveler perpétuellement au pouvoir. Et pour cela, ils sont capables des pires atrocités. Comme on l'a dit, le financement de bandes, la corruption, l'assassinat de présidents en plein exercice de ses fonctions. Soyons clairs, ce sont eux qui arment les bandes et qui délèguent aux bandes la responsabilité de déstabiliser le pays. Donc chaque sénateur, chaque parlementaire, chaque juge, chaque policiers impliqués dans ce système, ce ne sont pas tous les policiers de la PNH qui se rendent coupables de tels agissements, mais chaque personne qui occupe un poste à responsabilité et qui finance les bandes ne peut dénoncer son voisin qui fait la même chose. Bien évidemment, si tu es coupable d'une chose, tu vas pas dénoncer ton voisin qui fait la même chose que toi. Ça, c'est logique. Mais il y a aussi cette catégorie dont il faut parler. Ceux qui ne financent pas nécessairement, ceux qui ne sont pas impliqués dans ces trafics-là, mais qui connaissent, qui savent ce qui est en marche et qui se taisent parce qu'ils désirent que leur silence leur octroie un bon positionnement, un bon poste, ou qu'ils puissent tout simplement conserver leur poste. Qui ne dit mot consent, et surtout, ces personnes qui occupent des postes à haute responsabilité travaillent en étroite collaboration avec le secteur privé pour la déstabilisation d'Haïti. Parce que ce secteur privé n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt de voir se développer en Haïti un gouvernement fort, un gouvernement stable, un gouvernement en capacité d'élaborer un projet de développement à l'échelle nationale. Ils n'ont aucun intérêt de voir la situation se pacifier car ils se nourrissent du chaos. Car en effet, si un gouvernement avait un projet de développement pour le pays, ça signifierait de renégocier toute une série de contrats qui ont été signés entre le secteur privé et l'État haïtien en défaveur de l'État haïtien. Parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit, les personnes qui occupent des postes à haute responsabilité qui ont été citées pas par moi, par le Canada, par les États-Unis, travaillent avec le secteur privé en étroite collaboration. Pour avoir une part de marché, il faut avoir signé un contrat avec l'État. Et bien sûr, on veut que ce contrat nous rapporte un maximum. Le secteur privé est chargé d'effectuer un certain nombre de travaux dans la société au nom de l'État. Il obtient un financement de l'État pour ce faire. Sauf que les travaux ne sont pas faits dans leur intégralité ou ne sont pas faits du tout, mais les financements de l'État sont bel et bien consommés. Et bien souvent, l'État est surfacturé. C'est-à-dire que pour réaliser tel projet comme l'électrification d'Haïti, eh bien on va surfacturer l'État. On va demander à l'État bien plus qu'il ne faut pour réaliser l'électrification de telle ville ou de tel département. Et
on ne va pas électrifier. C'est pour cela que je vous disais que les dirigeants, ceux qui sont à des postes stratégiques et le secteur privé travaillent en étroite collaboration parce que les uns ont besoin des autres. Les dirigeants ont besoin de se maintenir au pouvoir, ils ont besoin de toucher une petite commission pour avoir signé des contrats en défaveur de l'État, et le secteur privé a besoin d'une signature de l'État pour travailler en ce sens, pour s'en mettre plein les poches. C'est un système bien bâti, bien construit, où tout le monde y retrouve son compte, sauf le peuple. C'est le peuple qui est lésé, c'est le peuple qui est abusé dans cette situation. Et c'est pour cela qu'une bonne partie de la classe politique, mais aussi du secteur privé, décriait Jovenel Moïse lorsqu'il était au pouvoir, et qu'il s'est attelé à défaire un certain nombre de contrats qui ont été signés entre le secteur privé et l'État haïtien, et à renégocier un certain nombre de contrats, notamment dans les cas où l'État haïtien avait été surfacturé. Et quand on a à sa tête un président avec lequel on peut collaborer aisément, des personnes du gouvernement avec lesquelles on peut collaborer aisément, des membres du Sénat, des membres de l'Assemblée, des juges, c'est ainsi qu'on peut fixer à son bon vouloir le prix du gaz, les produits de première nécessité, surfacturer l'État pour des travaux qui soit sont réalisés partiellement ou soit ne sont pas réalisés du tout. Et pour cela, tout ce beau monde qui a été cité, qui a été accusé par les États-Unis et le Canada, ils vont armer des bandes pour maintenir le chaos dans le pays. Parce que rappelez-vous, quand il y a le chaos dans le pays, on est plus concentré sur la résolution de petites crises que sur l'établissement d'un projet de développement à l'échelle nationale. Ce que craint le secteur privé, ce que craint cette élite corrompue, c'est l'établissement d'un projet de développement national. Hélas, dans la déstabilisation d'Haïti, il manque un acteur, l'international. Et oui, il fallait en parler, il faut en parler de l'international parce que directement ou indirectement, l'international est impliqué dans la situation d'Haïti. On ne va pas remonter loin dans l'histoire pour expliquer en quoi la France, l'État français, je dirais, est impliqué dans la situation économique catastrophique d'Haïti. Je ne reviendrai pas non plus sur l'occupation américaine de 1915 à 1934 qui peut aussi expliquer la situation catastrophique d'Haïti. On ne va pas remonter aussi loin. Et pour ceux qui diront oui, c'est toujours la faute de la France, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours... Non. Pendant tout le début de la vidéo, j'ai parlé des déstabilisateurs endogènes d'Haïti, ceux qui font partie de nous. Et là, je ne vais pas omettre de parler du rôle de l'international dans la situation chaotique d'Haïti. Parce que l'international fait partie aussi intégrante de ce système. L'international est directement ou indirectement impliqué parce que l'intégralité des équipements dont on parle depuis le début de cette vidéo sont importés et ils proviennent d'où? Des États-Unis. Selon un rapport de l'ONU que je vous mettrai en barre d'informations, la Floride est devenue une véritable plaque tournante du trafic de ce genre d'équipement. Parce qu'en réalité, se procurer ce genre d'équipement, tout dépend de l'état dans lequel on se situe aux États-Unis, n'est pas un réel problème. On peut se trouver une arme pour $500. Et c'est d'ailleurs ce que mentionne le rapport de l'ONU que j'ai lu intégralement, que je vous mettrai en barre d'informations. Tout dépend de l'état dans lequel on se situe et de la réglementation quand on se procure cet équipement. Je l'ai dit, on fait une marge et on le revend à $10 000 en le faisant passer principalement par Port-au-Prince, mais aussi par le port de Paix dans le nord. Et il y a énormément d'équipements de ce genre qui transitent par la République dominicaine avant d'arriver en Haïti. On fait très facilement rentrer ce genre d'équipement dans les ports haïtiens parce que ce sont des ports qui sont très peu équipés, qui disposent de très peu de moyens pour véritablement établir des contrôles, bien que de temps en temps on retrouve dans des conteneurs des équipements qui ont été retrouvés par des agents douaniers ou par la police. Mais il faut noter aussi que parfois les agents douaniers sont soudoyés. On leur demande de fermer les yeux sur un certain nombre de marchandises qui vont rentrer sur le territoire. Mais parfois, ils peuvent aussi recevoir la petite visite chaleureuse et amicale d'une bande à la solde de ceux qui veulent financer le chaos pour intimider les agents douaniers dans leur travail. Donc indirectement ou directement, on est responsable. On sait très bien qu'un trafic de ce genre se développe en provenance de
de la Floride à destination d'Haïti, il y a aussi un peu qui passe par la Jamaïque. On laisse faire. On pointe du doigt le problème des bandes et les violences qui sont opérées dans le pays, alors que le problème en soi vient de l'international parce que ces équipements proviennent de l'international. Mais on laisse faire parce que les réelles intentions de l'international à l'égard d'Haïti concernent son sous-sol, concernent ses ressources. Voici une carte que je vous afficherai à l'écran du potentiel minier d'Haïti. Oubliez les droits de l'homme, oubliez l'insécurité, oubliez toutes ces bonnes choses-là. Vous pouvez être certain que la seule chose qui intéresse l'international dans cette histoire, c'est le potentiel minier d'Haïti. Le but de l'international est clair, c'est d'envoyer un corps militaire sur le sol haïtien pour non seulement localiser les ressources minières, mais aussi sécuriser les compagnies minières qui se chargeront d'extraire toutes ces ressources du sol haïtien. C'est ça, c'est la seule chose qui intéresse l'international. Il est question du prix auquel on peut acheter l'iridium, on peut acheter le pétrole, parce que toutes ces ressources, on les retrouve dans le sous-sol haïtien. Et l'or, le cuivre, l'argent, tout cela, on le retrouve dans le sol haïtien. Or, le peuple haïtien s'oppose formellement à l'intervention de corps étrangers sur son sol. Et il faut savoir que cette semaine, les Nations Unies ont voté le déploiement d'une force armée sur le sol haïtien qui sera commandée par les Kenyans. C'est une intervention qui est très impopulaire et décriée par la population haïtienne. On ne veut pas qu'une nation étrangère foule le sol haïtien. Ce sont des choses qui se sont déjà produites par le passé et des solutions pérennes n'ont jamais été trouvées par des étrangers en Haïti. Il faut comprendre que la mémoire de l'épidémie de choléra introduite par les forces armées de l'ONU, les casques bleus, est encore très vive dans l'inconscient collectif des Haïtiens. La mémoire des agressions par des soldats casques bleus sur des jeunes filles, des jeunes garçons est encore très vive et c'est pour cela que les Haïtiens ne veulent pas qu'il y ait une intervention qui viennent sur leur sol. Que cette intervention est anticonstitutionnelle car la constitution haïtienne ne permet pas l'intervention d'une force étrangère sur son sol et la demande effectuée auprès de l'ONU n'a pas été faite par une autorité légitime élue par le peuple et amenée au pouvoir par des élections. Mais le plus important est que Haïti possède une armée, la FADH, les forces armées d'Haïti qui ont été reformées par le président Jovenel Moïse lors de son vivant et qui est habilité à combattre les bandes. Si l'international, si l'ONU souhaite véritablement aider Haïti, il faut qu'elle arme, qu'elle équipe la FADH. Il faut que le gouvernement haïtien prenne ses responsabilités, non pas pour aller quémander à l'international l'intervention d'une force à l'encontre de sa propre constitution, mais pour demander d'équiper la FADH qui est habilitée à résoudre ce genre de problème. Certes, la reformation de la FADH est récente car elle date de 2017. En effet, le président Aristide Jean-Bertrand avait dissous l'armée d'Haïti suite à un coup d'État dont il avait été victime, mais il n'en demeure pas moins que la FADH est l'une des seules instances compétentes aujourd'hui pour faire face à ce genre de problème, compétente et formée. D'autant plus que l'absence d'une armée en Haïti est tout simplement anticonstitutionnelle, car la constitution haïtienne de 1987 prévoit une armée, une force qu'il faudra réhabiliter complètement et rééquiper. Enfin, je suis malade et j'ai failli oublier le point le plus important de ma vidéo. Le rapport de l'ONU publié le 19 octobre dernier stipule très clairement que le phénomène des bandes a pu se réactiver, a pu s'intensifier face à l'absence d'une force présente en Haïti pour aider à réguler les violences et pour aider à combattre la délinquance. Si aujourd'hui on fait appel à l'international sans véritablement régler le problème des forces présentes en Haïti dans quelques années, quand ces forces partiront, je parle des forces de l'ONU, quitteront le territoire haïtien et que le phénomène des bandes sera réactivé de nouveau, on devra encore faire appel à l'international. En fait, c'est un serpent qui se mange la queue. On comprend l'urgence de la situation. Cependant, les Haïtiens veulent prendre leur destin en main. Les Haïtiens veulent résoudre ce problème par eux-mêmes. Les Haïtiens veulent que le monde comprenne qu'il s'agit là d'un problème haïtien et que ce sont des Haïtiens qui doivent trouver et qui doivent
apporter des solutions à ce problème. Et la stratégie qui est employée par les Occidentaux, c'est de faire intervenir des hommes et des femmes qui nous ressemblent, des hommes et des femmes que nous considérons comme des frères, pour mieux faire passer l'idée d'une intervention armée sur le sol haïtien. Le peuple haïtien est dans une bonne lancée, le peuple haïtien a entrepris le chemin de l'autodétermination. Par conséquent, ne leur enlevez pas cette victoire. Le peuple haïtien a besoin de trouver une solution à ce problème par lui-même. Si on vient s'attaquer aux bandes, si on vient désarmer les bandes et qu'il y a toujours des équipements qui proviennent de la Floride, comme le témoigne le rapport de l'ONU, et qui transitent par la République dominicaine, qui transitent par nos ports haïtiens pour rentrer en Haïti et de nouveau alimenter les bandes armées, c'est un serpent qui se mange la queue. Le fond du problème n'est pas résolu. Le peuple haïtien a besoin de s'attaquer politiquement au problème de fond. Et le problème, c'est ce système qui est bien construit, bien élaboré et qui profite à tout le monde sauf le peuple. Parce qu'il y aura toujours un ISO, il y aura toujours un Arnel, il y aura toujours un barbecue, un Lambos en joue, un Vitellum innocent pour remplacer celui qui a été éliminé. On vient, on défait les bandes, mais on s'attaque pas au fond du problème. C'est le même système, les bandes réapparaîtront parce que le fond du problème n'a pas été traité. Et ça, le peuple haïtien le sait très bien, le sait pertinemment. Laissons-le prendre son destin en main. Pour conclure, il est possible de dire que les bandes qui sèment la terreur en Haïti ne sont finalement que des intermédiaires. Ce sont des pions qui sont utilisés par les personnes à haute responsabilité, mais aussi le secteur privé et aussi sous les yeux bandés de l'international pour entretenir le chaos dans le pays. Il y aura toujours un pour remplacer l'autre. Et d'ailleurs, ces hommes sont manipulés car on leur laisse quelques miettes de cacahuètes du pactole qu'on se fait sur le dos du peuple haïtien, sur le dos de l'État haïtien. Haïti n'est pas un pays maudit. Haïti est un pays déstabilisé de l'intérieur par des acteurs endogènes, mais aussi, il ne faut pas non plus oublier le rôle de l'international dans la déstabilisation d'Haïti. Il fait qu'Haïti n'est pas un pays maudit. C'est tout un système qu'il convient de renverser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir réussi à me faire clair. Je vous remercie à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé mes 2 dernières vidéos. Je lis tous les commentaires, bien que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, parce qu'en fait, si je réponds aux commentaires, j'ai pas le temps de préparer la vidéo de la semaine qui suit. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis absolument tous les commentaires et je vous remercie pour cela. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage pour expliquer la situation, parce que c'est une situation qui ne sera que partiellement expliquée dans les médias occidentaux, qui se contenteront de dire que Haïti est un pays maudit, qui n'ira pas jusqu'à expliquer d'où viennent les financements de ces bandes et donc mettre le doigt sur les réels acteurs endogènes comme de l'extérieur de la déstabilisation d'Haïti. Donc partagez cette vidéo en masse, abonnez-vous à mon Instagram, mon TikTok, tout sera en barre d'informations, et à cette chaîne aussi. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!